C'est demain que s'ouvrent à Addis Abeba les travaux du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement. À quelques heures de cette importante rencontre, les chefs d'État se sont retrouvés aujourd'hui pour évaluer le programme 2014-2017 du NEPAD. Une autre rencontre très attendue, celle des premières dames qui s'ouvre vendredi. Les entrepreneurs français sont intéressés par le potentiel agricole du Mali. Une forte délégation séjourne en ce moment dans notre pays. Le premier constat qui se dégage est que le Mali dispose d'énormes potentialités à valoriser. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après une soirée de football bien remplie, direction Addis Abeba, sur place les chefs d'État et de gouvernement présents pour le 22e sommet de l'UA se sont retrouvés aujourd'hui pour évaluer le programme triennal 2014-2017 du NEPAD. Rappelons que le comité d'orientation est dirigé par le Sénégal. Le compte-rendu de cette session de travail avec nos envoyés spéciaux, Aouy Touré, Ndeye Sissoko, Abdoul Salam Bambara et Adama Kamara. Lancé en 2001 sous le leadership des anciens présidents Olusegun Obasanjo du Nigeria, Thabo Mbeki d'Afrique du Sud et de Abdoulaye Wade du Sénégal, le NEPAD, de nouveau partenariat pour l'Afrique, est à la croisée des chemins. Cette 30e session de son comité d'orientation ambitionne de faire adopter son plan d'action 2014-2017. Dans sa conception de base, le NEPAD vise une meilleure coordination des programmes socio-économiques du continent. Aujourd'hui, nos États, dira le président Macky Sall, se doivent de vaincre le déficit infrastructurel et se projeter sur le chemin de la croissance. Comme vous le savez, un des handicaps actuels du NEPAD réside dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de nos programmes. Je suis convaincu que le rapport sur la mobilisation des ressources permettra d'agir avec plus d'efficience dans ce domaine. Je me suis déjà engagé à mettre à profit ma présidence pour aider à mobiliser les financements innovants en mettant naturellement la priorité sur les ressources domestiques. Nous sommes tous engagés dans la voie de la transformation de l'Afrique avec l'appui de nos partenaires. Le Premier ministre éthiopien, aujourd'hui président de l'Union africaine, a lui partagé son optimisme quant à une réelle transformation socio-économique du continent. L'Afrique est dans un élan de prise de destin, dans un jeu de partenariat gagnant-gagnant. Comme il fallait s'y attendre, la présidente de la commission de l'UA a plaidé, elle, en faveur du rôle des femmes dans la chaîne avec un plus grand accès à la terre, à l'eau et au crédit bancaire. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a dit toute sa fierté de voir aujourd'hui les dirigeants africains se réunir autour des questions de développement. Il est heureux que chaque année, l'an révolu, nous nous retrouvions ici en Addis Abeba ou ailleurs pour parler des grandes questions africaines. Nous avons également nos organismes d'intégration sous-régionaux ou régionaux. Tout cela est très bien, mais ça se passe souvent au niveau des chefs d'État et des hommes d'État. Que les peuples également aussi puissent se rencontrer, échanger, je crois que ce sera très bien pour l'Afrique. Je ne connais aucun grand pays au monde, aucun grand ensemble humain qui ne soit développé en étant cloisonné. Le NEPAD, dont l'objectif est le cloisonnement de l'Afrique, l'ouverture de l'Afrique à elle-même et au reste du monde, est une très très bonne initiative et elle est bien conduite. J'engage également nos équipes nationales, le point focal malien notamment, à toujours donner encore de l'énergie pour que le NEPAD devienne très rapidement une réalité concrète en ouvrant l'Afrique aux échanges mondiaux et intra-africains. Ce 30e sommet du NEPAD a vécu et Malabo en Guinée équatoriale a été choisi pour abriter le prochain sommet. Dans l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour le 20e sommet du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, avec comme ordre du jour l'examen du rapport d'étape sur la mise en œuvre des programmes d'action. Le Bénin et le Mozambique ont présenté les rapports. Le sommet a enregistré l'adhésion de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert et de la Guinée équatoriale. Voilà, vous voyez sur ces images, dans l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour le 20e sommet du MAEP, mécanisme africain
d'évaluation par les pairs avec comme ordre du jour l'examen du rapport d'étape sur la mise en œuvre des programmes d'action. Il faut rappeler que le Bénin et le Mozambique ont présenté leurs rapports. Le sommet a enregistré l'adhésion de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert et de la Guinée équatoriale. Voilà. Toujours à Addis Abeba, à marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre demain, une rencontre réunira vendredi les premières dames d'Afrique autour de la lutte contre le VIH-Sida. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs feront le point des acquis de leur organisation en matière de lutte contre la maladie pour trouver de nouvelles stratégies à mettre en place pour aider les acteurs à lutter de façon plus efficace. En prélude à cette rencontre, nos envoyés spéciaux, Nessi Soko, Awoy Touré, Adama Kamara et Abdoul Salam Bambara reviennent sur l'importance de cette rencontre des premières dames. Suivez ce reportage. La santé a toujours occupé une place importante dans les travaux du sommet de l'Union africaine, plus particulièrement la lutte contre le VIH-Sida. Pour trouver des stratégies efficaces dans cette lutte de longue haleine, depuis plusieurs années, une place de choix est accordée à l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPEDAS, créée en 2002. En effet, les Premières Dames participent chaque année à leur façon au sommet de l'Union africaine. Et en conscience de l'importance de leur rôle dans la société, elles se sont données pour défi de vaincre le sida pour améliorer la santé encore fragile des populations. Malgré une politique engagée des États africains dans la lutte contre le VIH-Sida, le continent reste encore la région la plus touchée par la pandémie. Selon l'OMS, plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le monde résident en Afrique. Pour inverser la tendance, l'implication des Premières Dames est donc nécessaire. À travers leur organisation, elles devront donc insuffler une nouvelle dynamique au sein des campagnes de prévention dans leurs pays respectifs. Le défi est donc très important pour l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs, qui auront pour mission d'unir leurs efforts pour agir d'une seule voix dans la lutte contre le VIH-Sida pour atteindre 0 nouvelle infection, 0 décès liés au VIH-Sida. Rappelons que la présidente en exercice de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida est Mme Inda Déby Itno, Première Dame du Tchad. Ici à Bamako, le conseil de cabinet s'est réuni ce mercredi 29 janvier 2014 dans la salle de conférence de la primature sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Oumar Tatamli. Au cours de cette réunion, le conseil de cabinet a examiné un projet de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre de la primature, sur rapport du Premier ministre chef de gouvernement, le Conseil des cabinets a examiné un projet de loi portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et de la gestion du contrôle des services publics. Les principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics sont régis par la loi numéro 94-009 du 22 mars 1994. Après plus d'une décennie d'application, il est apparu nécessaire de procéder à la relecture de la loi du 22 mars 1994, d'une part pour prendre en compte certaines préoccupations liées à l'évolution de l'environnement institutionnel et d'autre part pour apporter des précisions à certaines de ces dispositions. Le présent projet de loi prévoit les innovations suivantes. 1. L'introduction de la direction générale comme mode d'organisation des services centraux et l'identification en conséquence de critères justificatifs de la création d'une telle structure. 2. La possibilité de créer par département ou un groupe de départements ministériels un service chargé de la gestion financière et du matériel et un service chargé de la gestion des ressources humaines et de l'organisation de la méthode. 3. L'extension des missions des services de la superstructure à la police des structures, à l'évaluation et à la révision des politiques publiques, à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle interne. 4. La précision des différences existant entre le service rattaché à durée déterminée et le service rattaché dont la durée est indéterminée. 5. L'introduction de l'établissement public à caractère social pour y classer les organismes de gestion des régimes de sécurité sociale et de promotion de l'emploi dont les spécificités sont gérées jusqu'ici dans le cadre de l'exception au texte des EPA. 6.
la précision des modalités d'occupation des emplois politiques par les personnes non fonctionnaires. 7. L'introduction du respect du principe de l'adéquation entre le profil et le poste et le principe d'égalité, d'équité et de transparence conformément à la charte africaine des valeurs et principes du service public dans les nominations aux emplois administratifs supérieurs. 8. Le renvoi à un décret pris en Conseil des ministres de la détermination des niveaux d'emploi dans les services publics et les exigences minimales et termes de catégorie et de grade pour les occuper. 9. Enfin, la prise en compte des autorités administratives indépendantes dans la typologie des services publics en tant qu'organisme administratif agissant au nom de l'État. Le Conseil de cabinet a procédé à des échanges sur les innovations proposées et recommandé la prise en compte des préoccupations exprimées. Au chapitre des communications, le Conseil de cabinet a entendu une communication de la présidence de la République relative à la situation alimentaire et l'évolution des prix des produits agricoles, du ministre de l'économie et des finances sur la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, du ministre de la Sécurité sur l'état de la situation sécuritaire du pays, du ministre du Commerce sur la situation des stocks et des prix des produits de première nécessité, du ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille, de l'Enfant sur l'inauguration du complexe SOS de Kouloum Kai sur la célébration de la Journée internationale tolérance zéro au MGF Excision, du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire et à potentiel épidémique. Voilà, c'était là donc le contenu du Conseil de cabinet tenu ce mercredi 29 janvier 2014 sous la présidence du Premier ministre Oumar Tatamli. L'Union européenne va toujours appuyer le Mali pour asseoir sa démocratie avec les réformes en cours. Richard Zenk, ambassadeur de l'UE dans notre pays, a donné ce matin une assurance au président de l'Assemblée nationale. Auparavant, c'était l'ambassadeur d'Iran qui a eu des entretiens avec Siaka Sidibé sur la coopération entre nos deux pays. Reportage Mamadou Bagayogo. Cette visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Iran Ali Reza Kazael au président de l'Assemblée nationale Siaka Sidibé est également l'occasion de faire le point de la coopération Mali-Iran. Bilateral relation of both parliament. Et avec le président de l'Assemblée nationale, nous avons discuté de la coopération entre les deux pays et les voies et moyens pour pouvoir renforcer cette coopération entre les deux pays frères. Les deux pays entretiennent de très bons rapports, d'une coopération vraiment fructueuse et que cela doit être du point de vue de tous les Maliens et de tous les Iraniens aussi. Et nous avons discuté de beaucoup de choses et j'ai espoir que l'avenir sera vraiment radieuse pour les deux pays. Future will be fruitful. Avec les élections législatives, le Mali signe son retour dans le concert des nations. L'Union européenne, qui a été toujours présente pour le Mali, lui réaffirme aujourd'hui encore son soutien indéfectible. Le président vient d'être élu par les parlementaires. Donc c'est une visite de courtoisie, de connaissance, et aussi voir comment on peut travailler ensemble dans les années à venir. De voir les Blancs de l'Assemblée nationale, et aussi quel rôle nous on peut faire pour aider à cette démocratie malienne, au processus de réforme qui s'annonce. Et on est prêt à faire ça comme on a fait aussi avant. L'atelier sur les journées d'information et de sensibilisation sur l'obtention du permis de construire a débuté ce matin à Bamako. Durant 2 jours, les participants vont échanger sur 4 axes stratégiques, parmi lesquels l'approfondissement des réformes, la modernisation des structures et la simplification des procédures. Moussa Fani. La présentation du document relatif à la modernisation des procédures de délivrance du permis de construire, l'amélioration de la pratique des affaires, indicateurs d'obtention du permis de construire sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. L'atelier devra permettre de doter notre pays d'un document simplifiant les procédures administratives et moderniser les services publics. Le document en question doit également contribuer à améliorer le climat des affaires au Mali. Cette rencontre, déjà, ça va nous permettre de préciser tout le travail sur les réformes que nous avons effectuées depuis 2009
sur le permis de construire, pour faciliter l'obtention du permis de construire. Donc au-delà donc de cet état des lieux, nous allons échanger sur les nouveaux projets en cours, qui sont les projets d'informatisation et de modernisation du circuit d'obtention du permis de construire. Les entreprises maliennes et même les individus se trouvent souvent découragés par les lourdeurs des procédures administratives ayant comme répercussion de rallonger les délais lors de la délivrance des permis de construire. Il est tout aussi heureux que la question du permis de construire soit en bonne place lors de la dernière réunion du comité mixte de suivi des réformes État-secteur privé tenue en décembre dernier sous la présidence du Premier ministre. Dans ce sens, la réforme des textes et des procédures régissant le permis de construire et la tenue du présent atelier sont des actions louables, salutaires et allant dans le sens de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta de placer notre pays sur la voie du développement et de la croissance économique. Prennent part à cet atelier la société civile, les services de l'administration et les partenaires techniques et financiers. Je vous le disais en titre, les entrepreneurs français sont intéressés par le potentiel agricole du Mali. 14 chefs d'entreprise françaises sont en visite dans notre pays pour explorer les domaines de coopération. Les partenaires français entendent travailler avec leurs homologues maliens sur l'industrialisation de l'agriculture malienne. Le chef de la délégation des entrepreneurs français a animé ce matin un point de presse pour tirer le premier bilan de cette visite au Mali. Compte rendu, Bourama Traoré. Le potentiel agricole du Mali séduit les entrepreneurs français. Pays d'élevage par excellence avec des dizaines de millions de bovins et de caprins, le Mali dispose également de plus de 2 millions d'hectares de terres aménageables. Seulement 300 000 hectares ont été mis en valeur selon le département du développement rural. Principale explication, l'absence de véritables unités de transformation des productions agricoles. Quand je prends 2012, nous avons produit 6 674 000 tonnes de céréales. Et quand nous faisons les calculs de la consommation, on est à 3 millions et quelques pour la consommation du pays. Mais le reste, c'est un excédent, il faut transformer. Le sorgho, pourquoi on ne transforme pas le sorgho? Pourquoi on ne transforme pas le blé? Pourquoi on ne transforme pas le maïs? Ce n'est pas transformé. Quand nous allons dans le secteur de l'élevage, on ne dispose pas d'abattoirs aux normes aujourd'hui. En tant que tel, on en a besoin. Il faut transformer le lait. Il faut transformer les pots de cuir, la pomme de terre, les légumes sont là, à Sikasso, on en produit les mangues. Nous avons dit maintenant que ça suffit, il faut y aller. Aller vers l'industrialisation de l'agriculture malienne. Sur ce dossier, les entrepreneurs français ont eu des échanges avec les responsables du département de tutelle. Une rencontre assortie d'engagements concrets. Il y a des accords et des contrats qui ont été signés pour des constructions de poulaillers supplémentaires, si vous voulez, et des poulaillers qui touchent aussi bien à la production des œufs que la production des œufs pour les incubateurs, c'est-à-dire pour faire naître des nouveaux poussins, que la production d'élevage de jeunes poules pondeuses, de poulettes, là, et aussi bien également pour des poulets de chair. Donc si vous voulez, ça c'est parti, ça marche. Pour que ça marche davantage, la valorisation des productions agricoles s'avère nécessaire. Celle-ci passe naturellement par l'installation de certaines unités industrielles. De quoi intéresser les entrepreneurs français. Il y a d'autres choses qui sont mises en place également pour irriguer encore d'autres secteurs. D'autres secteurs, il y a l'eau du Niger. Le Niger, c'est une rivière plus grande que les rivières qu'on a chez nous en France. Donc il y a de l'eau disponible ici. Donc ça s'est mis en place également. Et il y a également d'autres opérations qui sont mises en place dans la sécurité alimentaire et alimentation des animaux. Et tout dernièrement, il y a une grande discussion, si vous voulez, au niveau des fruits et des mangues. Des fruits, des mangues et des pommes de terre. Donc où il faut une chaîne de froid, si on veut, pour éviter ces pertes de mangues en fin de saison. Il y a des mangues qu'on pourrait stocker, réfrigérer ou transformer. Au total, 14 chefs d'entreprise effectuent cette mission d'exploration au Mali. Le but est d'aider notre pays à tirer profit de son potentiel agricole. Oui, ces potentialités donnent des idées. Le ministre malien de l'Extérieur, Abdraman Silla, et l'ONG italienne Silpo 2000 ont procédé lundi dernier à la signature d'un accord de partenariat dont l'objectif est la réduction de l'immigration au Mali à travers le renforcement des activités productives de la ferme Agro-Sahel et la construction d'une unité de transformation des produits agricoles dans la région de Caille. Le projet vise la réalisation d'une série d'activités intégrées dans la zone de Manantali au Mali en vue de sédentariser 80 ressortissants maliens actuellement bénéficiaires d'un droit de séjour humanitaire en Italie. Au terme de leur séjour, le groupe cible sera rapatrié par les autorités italiennes. Alors donc l'ONG Silpo 2000 s'est fortement engagée
a réalisé une ferme agricole. Une unité de transformation des produits de la dite ferme est un centre de formation destiné à qualifier les exploitants. Le coût global du projet s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. La 21e session du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine s'est tenue aujourd'hui. Entre autres sujets à l'ordre du jour, l'examen des recommandations de la 20e session et l'adoption du projet du plan opérationnel et du budget 2014, compte rendu Rachel Tessougué. Le budget 2014 du Centre national de transfusion sanguine s'élève à plus de 800 millions de francs CFA. Au cours de l'année, le CNTS entend renforcer la réglementation des activités de transfusion, améliorer les ressources propres, acquérir des sites pour 2 centres régionaux et pour l'association des donneurs bénévoles de sang. Ce plan de travail annuel ambitieux prévoit l'acquisition de divers équipements pour améliorer la couverture du pays en produits sanguins labiles et pour améliorer les conditions de travail des agents, le recrutement de nouveaux agents, l'extension du réseau transfusionnel national et diverses formations au profit du personnel. En 2013, le CNTS a été limité dans ses activités à cause des difficultés rencontrées. La diminution des ressources financières, le faible niveau des activités transfusionnelles dans les 3 régions du Nord depuis mars 2012, l'insuffisance du personnel, notamment d'agents d'accueil, de techniciens et de communicateurs, la rupture de stock de poches doubles, l'inadaptation des locaux et l'endommagement de nombreux équipements de la chaîne du froid suite à un survoltage du courant électrique. Le Centre national de transfusion sanguine a pour mission de collecter, d'analyser et de conserver le sang humain. Ce sang sera ensuite distribué aux établissements sanitaires ainsi qu'aux particuliers. Le comité syndical de l'Institut de formation en sciences de la santé a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève initialement prévu pour les 30 et 31 janvier 2014. Son secrétaire aux revendications, Ibrahim Oumarou Touré, invite tous les agents à reprendre le travail demain jeudi. Nous l'écoutons des propos recueillis par Fatoumata Kone. Le comité syndical de l'Institut national de formation en sciences de la santé de Bamako et annexes en région informe tous les travailleurs du établissement que le mot d'ordre de grève de 48 heures initialement prévu pour les jeudis 30 et vendredi 31 janvier 2014 est suspendu. À cet effet, il invite tous les camarades travailleurs de l'Institut national de formation en sciences de la santé de Bamako et les annexes en région à prendre toutes les dispositions pour assurer le bon fonctionnement du service. L'objectif de la suspension est qu'un accord est intervenu à toutes les doléances présentées à la réunion de conciliation tenue le 28 janvier 2014 au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le comité sait compter sur votre engagement militant. Fait à Bamako le 29 janvier 2014, le comité syndical de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Culture à présent au Mali, les bibliothèques sont peu fréquentées. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Pour en savoir davantage, notre reporter Moussa Fane a fait un tour à la Bibliothèque nationale. Suivons son reportage. Pendant la crise qu'a connue notre pays en 2012, la fréquentation des bibliothèques par les usagers était timide. La non-fréquentation des bibliothèques ne semble pas uniquement s'expliquer par cette raison. Pour certains lecteurs, la Bibliothèque nationale n'est pas suffisamment fournie. Je pense qu'il n'y a pas assez d'ouvrages. En réalité, on ne trouve pas beaucoup de revues ici. Alors nous, on a besoin de revues scientifiques. Moi, je ne l'ai pas vu ici. Selon le directeur de la Bibliothèque nationale, la mission de sa structure est d'obtenir tous les documents nécessaires pour le Mali. Chez nous, normalement, c'est la documentation uniquement sur le pays, pour les recherches sur le pays. Mais nous tenons compte du besoin des étudiants. Toutes les recherches sur le Mali, vous ne pouvez pas trouver des références mieux que la Bibliothèque nationale. À notre passage aux environs de 11 heures, les lecteurs sur place étaient des étudiants et certains professeurs chercheurs. Je suis en stage. Bon. Parfois, je passe de temps à autre pour chercher des documents. Comme je fais mine géologie, je m'intéresse généralement aux documents géologiques. Je viens ici, dans la Bibliothèque nationale, et lire les documents, notamment les livres
relatifs aux gens politiques. Par exemple, je suis en train de lire un document sur François Mitterrand, le président français, parce que je souhaite mener une carrière politique. Concernant la non-fréquentation des bibliothèques, les avis se divergent. Il est bon de lire, mais on lit pour comprendre. Or, le problème qui se pose à nous autres Maliens et aux Africains, de manière générale, c'est que nous lisons dans des langues que nous ne comprenons pas. Le français, c'est une langue qui n'est pas accessible à la majorité des Maliens. La langue officielle, c'est encore le français. Et ça n'empêche pas qu'il y ait quand même un public qui lit dans les langues nationales. Moi, je crois que ça va de pair, ça n'empêche pas de faire la recherche. La fréquentation de la bibliothèque nationale, elle est importante. Je peux dire elle augmente même d'année en année. Côté chiffres, en 2011, la fréquentation a monté. On est passé à 25 507. 2012, avec la crise que vous connaissez, on est tombé à 19 763. Mais au jour d'aujourd'hui, on est à 22 900 et quelques. Comme disait l'écrivain Henri Lecarder, la lecture suffit pour arrêter l'intelligence, la nourrir, la purifier, quoique peu fatigante, elle suffit pour éloigner l'oisivité. Point de doute donc, la lecture peut apporter beaucoup aux jeunes Maliens. Elle est un moyen par excellence d'approfondir ses connaissances et de mieux découvrir le monde. Écho de nos régions à Ségou, le conseil du patronat et les acteurs du programme d'appui à la croissance économique et la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé se concertent sur l'identification des infrastructures économiques pour une croissance économique inclusive et durable. C'est à la faveur d'une rencontre qui a regroupé les membres du conseil régional du patronat de Ségou, les services techniques, les partenaires du Royaume du Danemark au Mali. Reportage Fousseini Samaki. L'identification des infrastructures économiques est une préoccupation du Conseil national du patronat malien. C'est pourquoi il a organisé en partenariat avec le programme d'appui à la croissance économique et la promotion de l'emploi PACEPEP une concertation régionale à Ségou. Au cours de cette rencontre, il s'agira de cibler les infrastructures publiques à réaliser pour une promotion des filières porteuses, proposer des options et des mesures de gestion de ces infrastructures pour une croissance économique. Ségou va pouvoir disposer d'une liste d'équipements qui soit vraiment propice au développement de la région. Dans la mise en œuvre de ce programme, l'accent sera principalement mis sur les principes suivants. La complémentarité et la collaboration avec d'autres partenaires au développement, la transparence dans le processus de mise en œuvre et la prise en compte du genre dans la mise en œuvre. Les autorités régionales de Ségou apprécient l'initiative de ce programme. Je demeure convaincu que chacun de vous perçoit nettement la place des résultats attendus dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement économique régional, de doter la région de Ségou d'infrastructures reflétant les attentes de l'ensemble des acteurs. Le PACEPEP est un programme financé par le Royaume du Danemark au Mali qui vise à renforcer la croissance économique durable et la création d'emplois stimulés par le secteur privé dans les régions de Ségou, Sikasso et le district de Bamako. À Mopti, le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, à travers la Direction régionale du développement social, de l'économie solidaire, vole au secours des populations déplacées et des communautés affectées par la crise, avec la mise à disposition de centaines de tonnes de vivres. Compte rendu, Yacouba Maïga. Cette donation s'inscrit en droite ligne des actions d'assistance humanitaire initiées depuis les premières heures de la crise sécuritaire qu'avait connue notre pays par le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires en faveur des populations déplacées, des personnes vulnérables et des communautés affectées par la crise. Elle concerne environ 18 600 personnes. Les bénéficiaires sont les coopératives démunies, les personnes handicapées, les personnes vulnérables et 500 familles déplacées. Donc vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui, encore une fois de plus, de perpétuer cette œuvre de solidarité qui a toujours magnifié notre société et qui est aujourd'hui une priorité pour les plus hautes autorités de notre pays. Les autorités régionales se réjouissent bien de ces gestes qu'elles qualifient d'ailleurs d'actions de très haute portée sociale. L'alimentation saine, la sécurité alimentaire est aussi une question
de souveraineté et une question de dignité. Et nous nous réjouissons que nos plus hautes autorités s'attellent, n'est-ce pas, à donner cette dignité aux Maliens dans le cadre du renouveau de notre pays. La Légion de la gendarmerie de Gao a un nouveau commandant. Il s'agit du lieutenant-colonel Lanseni Konaté. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Konimba Diabaté, appelé à servir à Ségou. Les deux officiers supérieurs de la gendarmerie nationale ont fait la passation de commandement en présence du gouverneur de région, du commandant du théâtre des opérations Maliba, des responsables de l'opération Serval et de la MUNISMA. Voilà. Passation de service entre donc le lieutenant-colonel Lanseni Konaté, alors qu'il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Konimba Diabaté. Les deux officiers supérieurs donc ont fait la passation de commandement en présence de plusieurs autorités de la place. Le transport mixte, un véritable casse-tête dans notre pays. À Tombouctou, un camion transportant les marchandises et des passagers s'est renversé hier à 30 km de la ville sur la route de Gundam. Le bilan fait état de 4 morts et une vingtaine de blessés admis à l'hôpital régional. Pour plus de détails, écoutons le gouverneur de région, colonel-major Mamadou Mangara, qui s'est rendu au chevet des malades. Il est au micro de Yeya Tandina. En réponse à l'information que nous avons reçue hier, par rapport à un accident à une trentaine de kilomètres sur la route de Gundam, où il y a eu beaucoup de blessés. Et le bilan fait ressortir malheureusement 4 décès et 21 blessés, dont 6 grièvement. Alors là, au reçu de l'information, nous avons dépêché sur place la brigade de la gendarmerie, couplée de la protection civile. Alors ils se sont portés toute la nuit durant pour les acheminer à l'hôpital. Et ici, sur place, le personnel médical, ils ont fait tout de leur mieux pour au moins sauver ceux qui peuvent l'être. Alors, au niveau de, surtout des enfants, des femmes, la majorité c'était des femmes, c'était un total environ une trentaine de passagers. Alors, c'était un véhicule transportant le riz, je crois que c'était un transport mixte. Mais en réalité, c'est l'état de la route de Gundam qui est pratiquement à revoir pour limiter un peu les dégâts du genre. D'accord, nous sommes sur les chemins de route, mais il faut aussi quand même être prudent. Parce que surtout si on a des personnes à bord, il faut observer les règles qui sont aussi applicables non seulement pour eux-mêmes, mais pour les gens qui sont à bord. La vie humaine, elle est irremplaçable. Bon, on peut réparer un véhicule, certes, mais quand un homme perd sa vie, on ne peut plus faire revenir. Sport, football, c'était bien serré, mais ils ont pu déverrouiller Chan, Afrique du Sud 2014. Libye-Ghana, c'est l'affiche de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations. En demi-finale jouée aujourd'hui, la Libye a battu au tir au but le Zimbabwe, 5 buts à 4 après prolongation. Le Ghana, de son côté, a sorti le Nigeria au tir au but, 4 buts à 1 après prolongation. Alors, suivons tous ces matchs avec Siragatou Sissé. C'était écrit. Le Ghana jouera bel et bien la finale du CHAN 2014. Des prières pour y remercier Dieu, des encouragements entre partenaires pour se remonter le moral. Les Black Stars du Ghana sont venus à bout des Super Eagles du Nigeria au tir au but 4-1. Le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. 5 ans après, le Ghana retrouve la finale. Samedi prochain, le Ghana croisera à Cape Town la Libye. Les Libyens en liesse ont eu raison des Zimbabwéens au tir au but 5-4 après 2 séries. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le score était de 0-0. La Libye s'invite en finale du CHAN 2014. Pour voir les Libyens dans le dernier virage d'une compétition majeure, il faut remonter à la finale de la CAN 1982. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, vous avez rendez-vous avec Kayatou Kone. S'il plaît à Dieu, on se retrouve pour les éditions du soir. Vous pourrez revoir cette édition sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.